Nous allons reprendre nos travaux et donc nous avons le plaisir d'accueillir le président Le Cerf, président de la CNSA, et la directrice Madame Virginie Magnan, pour une audition concernant notamment la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir. Je vous rappelle pour tous que ce texte sera examiné par notre commission dès la semaine de rentrée parlementaire, c'est-à-dire le mercredi 17 janvier 2024, puis en séance à partir du mardi 30 janvier. Voilà, donc c'était la dernière audition de 2023, vous clôturez nos travaux pour 2023. Voilà. Donc concrètement, Monsieur le Président, Madame la Directrice, nous aimerions avoir votre point de vue et donc la position générale de la CNSA sur le texte que nous examinons. Et en même temps, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un peu cette relation, ce parallèle avec notamment la COG qui vous motive, pour voir comment il y a à la fois des points communs et des points complémentaires. Donc on aimerait avoir votre position. Ensuite, nous donnerons la parole à nos deux rapporteurs, Jean Sol et Jocelyne Guidez, puis ensuite l'ensemble des sénateurs qui souhaiteront s'exprimer. Vous connaissez l'exercice. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, très honoré de clôturer effectivement les auditions pour cette année 2023. Très heureux de me retrouver effectivement parmi vous. Cette maison est une maison qui est fort chère à mon cœur. Parler de cette PPL, c'est d'abord effectivement au nom de tout le Conseil, et puis en répondant ensuite effectivement aux questions, Virginie Magnan enchaînera d'ailleurs sur le problème de la COG, puisque c'est une question qui lui tient très à cœur, même si le président du Conseil de la CNSA souhaiterait qu'il y ait un avenant à la COG, parce que la COG, elle a été signée par moi d'ailleurs pour la CNSA. Je venais juste d'arriver, donc le travail avait été accompli beaucoup plus par ma prédécesseur, Marianne Monchamp. Mais depuis cette signature, qui n'est pourtant pas très ancienne, il y a eu les élections présidentielles, il y a eu les élections législatives, il y a eu de nouveaux engagements qui ont été pris par le gouvernement, et donc il y a des avenants qui seront nécessaires pour que les promesses gouvernementales puissent effectivement se concrétiser. Vous dire d'abord que cette PPL, le Conseil de la CNSA en a bien sûr parlé à de très nombreuses reprises, et que dans un premier temps, il a exprimé un regret qui, je crois, est assez unanime, pour ne pas dire totalement unanime, au sein de ce Conseil, dans toutes ses composantes, sauf les composantes État, dont je ne dirais pas ce qu'elles pensent, puisque généralement, elles ne prennent pas part au vote, de toute façon, sur les problèmes qui engagent les pouvoirs publics. Mais le Conseil de la CNSA, dans toutes ses autres composantes, a regretté qu'il n'y ait pas effectivement de grande loi sur l'autonomie. Et quand on parle de grande loi sur l'autonomie, c'est une loi qui aurait embrassé à la fois le problème des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, avec la volonté d'avoir réellement un texte qui soit un véritable phare pour les dispositions législatives ultérieures. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de tout prévoir en une seule grande loi, mais qu'au moins le phare soit donné, qui sache vers quelle destination on pouvait se diriger. Les problèmes fondamentaux étant bien sûr les problèmes de l'amélioration des conditions de vie pour ces personnes en situation de vulnérabilité, et avec le corollaire qui est totalement indissociable de l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin. De la même façon, nous souhaitions voir affirmer, alors c'est en train de se faire, mais d'une manière qui est une manière peut-être plus diluée, affirmer la nécessité de la fin d'un choix réducteur entre le domicile traditionnel et puis l'EHPAD, nécessité encore rappelée aujourd'hui par les nouvelles dérives que l'on constate dans un certain nombre effectivement d'EHPAD commerciaux. On a eu l'affaire Orpea qui a fait beaucoup de mal, je crois. Il y a désormais beaucoup de rumeurs, et même plus que des rumeurs, qui courent sur d'autres structures comme EMRA. J'ai beaucoup de présidents de départements qui viennent me dire, moi j'ai des EHPAD qui ne sont plus désormais remplis qu'à 60-65%. Qu'est-ce qu'on fait? Je les ferme pas. Et où un des conseils que l'on peut parfois leur donner, c'est de les aider à transformer effectivement l'EHPAD en résidence autonomie, qui ne présenterait pas les inconvénients vis-à-vis
de la citoyenneté des uns et des autres et vis-à-vis de la dignité qui est proposée à des personnes qui sont encore très largement valides, alors que dans un certain nombre de situations où on a des EHPAD avec uniquement des personnes en extrême fin de vie ou des personnes qui sont en situation de très grande dépendance, on a du mal à faire émerger ce qu'on appelle effectivement l'appréhension domiciliaire. De la même façon, je ne veux pas parler aujourd'hui de la réflexion sur la fin de vie, mais nous pensons que dans la grande loi, elle aurait eu également sa place, non pas pour décider de tout ce qui devait être la législation de demain, mais pour, encore une fois, fixer des orientations. À la place, si vous voulez, de cette grande loi, on a vu se multiplier des initiatives, fort intéressantes d'ailleurs les unes et les autres, mais qui sont des initiatives compartimentées, si je peux m'exprimer ainsi. À la fois le Conseil national de la refondation, dans son prisme Bien vieillir, la Conférence nationale du handicap, la stratégie Bien vieillir, avec la présentation d'une feuille de route interministérielle et donc la mobilisation d'un grand nombre de membres du gouvernement qui s'est faite au mois dernier. Et enfin, cette proposition de loi remise à l'ordre du jour du Parlement après quelques aléas et qui désormais arrive effectivement devant le Sénat. Cette proposition nous paraît intéressante avec les limites qui sont les limites inhérentes au PPL, notamment la limite couperet de l'article 40 et de la possibilité effectivement de dégager des ressources nouvelles ou de l'impossibilité pour la PPL, qui pose quand même un certain nombre de questions. Et je souhaitais simplement, avant de laisser la parole, si Monsieur le Président le veut bien, à Madame la directrice de la CNSA, insister sur les points qui paraissent pour la CNSA des points clés sur le texte de la proposition de loi et des points sur lesquels nous sommes en harmonie et nous souhaiterions effectivement que les choses puissent peut-être évoluer le plus rapidement possible. On a par exemple reçu avec satisfaction la promesse d'une loi pluriannuelle sur le financement effectivement de l'autonomie qui devrait être votée avant la fin de l'année prochaine et qui devrait tous les 5 ans permettre d'avoir un véritable débat sur les progrès réalisés, sur les difficultés qu'il convient effectivement de surmonter et sans être la grande loi autonomie dont nous avions rêvé, on pense qu'on s'en approche un peu, même si elle sera très influencée par l'aspect effectivement financier, alors que ce n'était pas peut-être le rôle de la grande loi dont nous avions rêvé les uns et les autres, si je parle effectivement du Conseil de la CNSA. De la même manière, les réflexions sur la tarification forfaitaire, par exemple, pour le domicile, sont des réflexions qui nous intéressent. La tarification horaire, je crois avoir déjà dit, y compris devant vous, d'ailleurs tout le mal que je pensais de certains aspects de la loi sur le tarif plancher, alors que l'idée était une bonne idée, mais le fait que la compensation ait été indifférenciée selon les départements et qu'on se rend compte que parmi les départements, ce sont beaucoup de départements qui sont considérés comme parmi les plus aisés, pour ne pas dire les plus riches, qui bénéficient d'une sorte d'effet d'aubaine sur cette compensation. Et puis cette grille effectivement horaire empêche d'avoir une autonomie telle qu'on la souhaiterait pour les personnels qui peuvent organiser leur emploi du temps auprès des personnes âgées et donner effectivement davantage de sens à ces métiers qui sont des métiers aujourd'hui encore très délaissés, même s'il y a eu des efforts réalisés sur le plan financier. De la même façon, nous apprécions le fléchage qui a été fait sur les bénéfices des EHPAD commerciaux. J'évoquais ce sujet il y a un instant. Il me semblerait effectivement qu'il soit encore très largement nécessaire de renforcer un certain nombre de contrôles. Et c'est peut-être l'occasion de dire que les contrôles systématiques sur l'intégralité des EHPAD avaient laissé un peu dubitatif les membres du Conseil de la CNSA qui estimaient qu'il eût mieux valu avoir des procédures d'alerte et des procédures de contrôle inopiné là où il y avait alerte pour que le contrôle soit plus approfondi. Je me suis par exemple renseigné sur les problèmes d'EMRA
puisque c'est un groupe qui aujourd'hui attire un certain nombre de remarques qui sont des remarques qui ressemblent à s'y méprendre à ce qui était reproché effectivement à l'époque à Orpea, et des structures d'EMRA qui sont l'objet aujourd'hui de vives critiques avaient fait l'objet de contrôles. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas automaticité entre les contrôles et puis le fait que la situation redevienne une situation classique. Dire également que nous apprécions le fait qu'il y ait un intérêt qui soit porté aux résidences autonomie. La résidence autonomie nous paraît être l'une des clés du logement des personnes âgées, dans cette volonté de créer des solutions intermédiaires entre le domicile traditionnel et l'EHPAD. Il y a bien sûr le logement partagé, il y a bien sûr le logement inclusif, mais il y a aussi la résidence autonomie. Or, les résidences autonomie, elles souffrent considérablement du fait de ne pas avoir été entretenues d'une manière convenable depuis des années, et elles ont besoin d'être très largement réhabilitées, ce qui exigera également des crédits importants. Il y a des crédits qui existent aujourd'hui et qui sont utilisés, mais qui ne sont pas à la hauteur du problème. De la même manière, la résidence autonomie présente également l'intérêt de pouvoir avoir une appréhension domiciliaire plus importante que certains EHPAD où vous avez effectivement un nombre considérable de personnes qui sont soit en fin de vie, soit en situation de très grande dépendance. Donc il y a toute une série de sujets qui sont des sujets sur lesquels la CNSA est totalement en accord avec les propositions qui sont faites. Elle souhaiterait que tout cela puisse faire l'objet d'une globalisation et d'une mise en cohérence. Et je reviens sur ce sur quoi je commençais, qu'on ait davantage un regard qui soit un regard global sur le problème de l'autonomie et de la dépendance, qu'il s'agisse des personnes âgées ou qu'il s'agisse des personnes en situation de handicap. Je ne veux pas être plus long, je préférerais répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice. Merci beaucoup. Je vais venir pour ma part sur la question de l'articulation entre cette proposition de loi et la feuille de route de la CNSA qui est constituée par sa convention d'objectifs et de gestion 2022-2026, dont nous avions déjà parlé lors de l'audition préparant vos travaux autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Je veux souligner que dans cette proposition de loi, viennent être confortées des actions importantes prévues par la COJE de la CNSA qui trouvent de la sorte ou qui vont trouver une base législative qui pourrait être très aidante. En particulier, donc, 2 dispositions qui, pour l'une, figuraient dans le texte initial et pour l'autre, sont issues d'un amendement largement adopté qui concerne d'une part le renforcement de la prévention de la perte d'autonomie avec la création d'une conférence nationale et d'autre part la création et la programmation de la création de ce service départemental de l'autonomie. S'agissant de la prévention de la perte d'autonomie, l'article 1er de la proposition de loi donc, prévoit la création d'une conférence nationale de l'autonomie qui a vocation à assurer le pilotage national de cette politique, prenant appui sur un centre de ressources et de preuves. La rédaction actuelle de la PPL parle de centre de preuves de prévention de l'autonomie géré par la CNSA. Et donc, cette disposition donc, vient conforter, prolonger, d'une part, la création ou la consolidation de la politique de prévention de la perte d'autonomie qui avait été initiée au travers de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui a, j'allais dire, créé l'instance territoriale de coordination des actions de prévention avec les conférences des financeurs de prévention de la perte d'autonomie, mais sans poser une gouvernance nationale dans la loi. Donc, en l'absence de ces dispositions, j'allais dire les têtes de réseau des parties prenantes des conférences des financeurs se sont organisées et la CNSA participe d'un COPIL national de prévention de la perte d'autonomie qui associe l'assurance vieillesse, les CARSAT, des représentants des départements. Mais cette instance a une vocation, j'allais dire,
technique de coordonner la manière dont les uns et les autres soutenons les acteurs territoriaux des conférences. C'est une instance qui a permis de coordonner nos actions, qui a permis de poser les bases d'un outillage homogène des conférences en proposant des méthodes de définition de programmes concertés de prévention de la perte d'autonomie, en proposant des outils d'évaluation des propositions des opérateurs, mais il ne s'agit pas, et il ne pouvait pas s'agir par sa composition, d'une réelle instance de pilotage de la politique de prévention de la perte d'autonomie. Donc nous accueillons vraiment avec beaucoup d'optimisme la création de cette instance qui dépasse aussi, il faut le dire, le champ de compétences de la CNSA, puisque la politique de prévention, c'est une politique qui s'initie très tôt. Et donc, il importe que puissent être présents dans cette conférence les acteurs de prévention de la santé au sens large. Dans le même temps, cette disposition, elle reconnaît donc le rôle du Centre de ressources et preuves, qui est un chantier phare de la COGE de la CNSA, qui a été installé, j'en avais rendu compte lors de l'audition, dans la fin de l'année 22, qui a constitué sa gouvernance dans l'année 23, défini son programme de travail, commencé de recruter, nouer des actions de partenariat, en particulier avec les gérontopoles, qui se sont également renforcés et structurés sur la même période, qui démarre son action d'animation des conférences, de renforcement de la culture de la preuve, qui a pour vocation donc à la fois à capitaliser sur les démarches probantes, à essaimer ces démarches dans un format accessible et à soutenir la culture de la prévention dans les territoires, je le redis, pour favoriser la mise en place d'actions réellement probantes en matière de prévention de la perte d'autonomie. Donc la reconnaissance de ce rôle du Centre de ressources et de preuves en soutien à la future conférence nationale nous semble de très bonne aloi. Je me permets simplement de signaler que la rédaction actuelle, en revanche, des compétences à la fois de la conférence et du Centre de ressources et de preuves, s'agissant de la proposition qu'il puisse labelliser des aides techniques nous interroge. En tout cas, il y a un décalage entre la manière dont le Centre de ressources et de preuves a été imaginé dans le cadre de la COGE, la manière dont il est organisé, staffé avec 3 ETP et dimensionné en termes de ressources, avec cette mission de labellisation qui nous semble assez étrangère au champ des responsabilités actuelles de la CNSA, qui s'appuie plutôt qui aurait vocation à s'appuyer sur d'autres instances ou organismes, en particulier la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la HAS, ou bien d'autres organismes certificateurs. Il nous semble que cette action de labellisation peut représenter une charge extrêmement importante au regard du très grand nombre d'aides techniques qu'on évalue à plusieurs milliers qui auraient vocation potentiellement à être labellisées, que cette labellisation donc impliquerait de mobiliser des ressources conséquentes que nous estimons possiblement à plus d'une trentaine de TP. Et donc voilà, on ne se sent pas complètement armé, ni en termes de compétences, ni en termes de légitimité, pour assumer ce type de fonction. La deuxième disposition qui fait écho et permet de conforter, nous donner une nouvelle ambition à des chantiers prévus par la Convention d'objectifs et de gestion, c'est la disposition importante relative à la création d'un service public départemental dédié donc aux personnes âgées en situation de handicap. Ce SPDA
ou SPTA, suivant les réflexions assez directement issues des propositions du rapport de Dominique Libault, visant à installer dans les territoires une instance, un guichet unique qui permette d'informer, d'orienter, d'accompagner à la mise en œuvre des droits les personnes et en même temps de soutenir leurs aidants et de promouvoir justement des actions de prévention de la perte d'autonomie. Donc le fait de proposer une base législative à cette instance nous paraît également de nature à conforter l'action de la Caisse qui, dans le cadre de sa COG, avait vocation à soutenir l'émergence de ce SPDA. Il est assez évident que la base législative qui prévoit la généralisation du SPDA sera naturellement déterminante pour favoriser la mobilisation dans l'ensemble des territoires des acteurs composant ce SPDA. La définition actuelle qui rejoint assez largement les 4 blocs de mission du rapport Libault, voilà, est bienvenue et pertinente. Et la CNSA, je voulais le souligner, est d'ores et déjà très mobilisée pour préparer et soutenir la création de ce futur service public départemental. Vous savez qu'un comité d'orientation et de suivi a été mis en place pour accompagner la préfiguration de ce SPDA. La CNSA a lancé, sous l'égide de la ministre Berger, un appel à manifestation d'intérêt l'été dernier pour inviter les territoires qui souhaiteraient déjà se placer en préfiguration de ce SPDA à se manifester pour que nous les soutenions et que nous puissions concevoir avec eux le futur cahier des charges de ce SPDA. Il me semble que le fait que les travaux aient démarré de la sorte est de nature à garantir une bonne effectivité à la disposition législative lorsqu'elle sera votée et à accélérer et faciliter sa mise en œuvre et son opérationnalisation. Donc ces deux articles, création du SPDA d'un côté, création de la Conférence nationale de l'autonomie, reconnaissance du rôle du Centre de ressources et de preuves, je le redis, font écho à des chantiers importants de la COG et la CNSA sera évidemment en capacité de s'investir pleinement dans leur mise en œuvre opérationnelle. Dans les autres dispositions de la proposition de loi, je souligne une petite disposition qui reconnaît également à la Caisse un nouveau rôle en termes de promotion de l'audit et du contrôle interne en direction des réseaux de la Caisse. Je mets des guillemets autour de cette expression, et en particulier des maisons départementales de la perte d'autonomie, en faisant là encore un lien avec notre COG, puisque vous savez qu'au cœur de la création de la branche, il y a cet objectif de renforcer l'équité de traitement des personnes dans les territoires. Cette équité de traitement se conçoit et se soutient par un très grand nombre de dispositifs et d'actions dont je vous avais exposé, que je vous avais exposé lors de l'audition, en particulier les travaux d'outillage des professionnels des MDPH, le développement de systèmes d'information qui puissent être communs ou harmonisés, le travail autour de la promotion de référentiels. Il nous semble important de pouvoir non seulement proposer ces outils, mais nous assurer qu'ils sont pleinement mobilisés par les acteurs territoriaux. La démarche de contrôle interne, elle a exactement cet objet, s'assurer que les référentiels sont bien appropriés, et il nous semble important de pouvoir inscrire cette dimension de contrôle interne dans la loi. Et puis, s'agissant des mesures qui sont nouvelles et qui pourraient appeler pour trouver une traduction opérationnelle qui pourrait appeler des évolutions de la COG ou une place plus importante dans la feuille de route pluriannuelle de la CNSA. Il y a d'abord, bien sûr, le vote d'une loi de programmation qu'a évoqué le président Le Serre. La CNSA devrait être mobilisée par la préparation de cette loi et puis devrait surtout, naturellement, être impliquée par sa mise en œuvre. Donc, voilà, il s'agit encore d'une perspective, mais il est clair que
Son adoption pourrait conduire à faire varier la trajectoire financière de la branche et pourrait appeler un avenant à la COG. Sont également prévues par la PPL une expérimentation de dotation forfaitaire pour les services d'aide à domicile en remplacement des tarifs horaires. D'ores et déjà, la CNSA est mobilisée par plusieurs réformes qui visent à conforter la capacité des services à domicile à garantir le fait pour les personnes de rester chez elles. Je pense aux réformes tarifaires qui sont actuellement en phase de montée en charge pour soutenir à la fois le financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile et pour soutenir le bon fonctionnement des SIAD. On en avait également parlé lors de l'audition de l'automne. Donc la CNSA est mobilisée sur le soutien à la mise en œuvre de ces réformes, leur financement d'une part, l'outillage des autorités de tarification et de contrôle pour s'emparer de ces nouveaux outils, et puis l'appui aux ARS et aux conseils départementaux dans la fusion des services autonomie à domicile. Voilà, il s'agira d'une nouvelle expérimentation si cette expérimentation de dotation forfaitaire est adoptée, sur lequel il incombera de se mobiliser. Ce n'était pas prévu par la COG. De manière complémentaire, voilà l'aide au soutien à la mobilité des professionnels à domicile ou le travail sur les taux d'encadrement sont des dispositions nouvelles qui appelleront une mobilisation de la caisse qui constitueront des chantiers nouveaux. Merci Madame la Directrice. Je vais maintenant donner la parole à nos deux rapporteurs, co-rapporteurs. Je commence par Jean Sol. Monsieur le Président, Madame la Directrice, sur la création du service public départemental de l'autonomie, pensez-vous qu'il permette de réaliser l'objectif de la mise en place de guichets uniques par département, tant entendu, et surtout de faciliter les démarches administratives d'accompagnement et de suivi des parcours des personnes âgées ou en situation de handicap? Où en est le chantier de préfiguration de ce SDPA, puisque nous avons compris qu'il y avait un chantier de préfiguration qui a été lancé, a priori sans attendre l'adoption de la proposition de loi. Par ailleurs, sur la conférence nationale de l'autonomie, quelle serait la répartition des rôles entre ces instances et le conseil de la CNSA? Le texte confie par ailleurs à la CNSA une mission nationale d'audit et d'évaluation des départements et des MDPH, vous l'avez dit, en tant qu'acteur des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Il introduit notamment pour les départements et les MDPH de communiquer à la CNSA tous les documents et renseignements utiles et d'autoriser la tenue de missions sur place. Ces dispositions sont-elles de nature, selon vous, à faciliter le travail de coordination et d'animation de la CNSA? Auront-elles, selon vous, pour effet de changer la nature des relations entre la CNSA et les départements, qui ne semblent pas être, en tout cas, hétérogènes, enfin, qui semblent plutôt être hétérogènes dans les départements en France? Enfin, plus généralement, le texte contient-il, selon vous, de réelles avancées dans le domaine de la prévention, en tout cas de la prévention de la perte d'autonomie, puisque nous sommes bien sur ce sujet-là? Merci. Merci. Qui commence, Président? Oui, deux mots, et puis je laisserai Madame la Directrice compléter. Sur la mise en œuvre, effectivement, du SPDA, qui n'a pas attendu le vote de la loi, on est pour le moment dans un processus de préfiguration. Donc, on a fait appel à candidature au niveau des départements. Il y a, je crois, 16 départements qui seront retenus, effectivement, pour cette préfiguration. Ils vont être aidés par la CNSA, qu'il va leur financer un équivalent temps plein, d'ailleurs, pour coordonner un petit peu ce travail de préfiguration sur le territoire départemental. L'État souhaitait absolument, mais je crois que ça n'a pas pu être totalement réalisé, que toutes les régions soient par département interposé représentées, mais on y est presque, je crois. L'une des utilités que nous recherchons, c'est parvenir à davantage d'uniformité, à davantage de, comment dire, pour de vexer personne, d'universalité sur
les aides qui seront accordées aux uns et aux autres en fonction de leurs besoins. Là, on se heurte effectivement à un problème que vous avez évoqué aussi dans l'autre question, c'est le fait que nos services extérieurs, ce sont les ARS et les départements, si je peux m'exprimer ainsi, et que les politiques départementales sont des politiques effectivement quelquefois très disparates et où nous voulons absolument éviter que dans ce pays, on en vienne à choisir à un certain âge son lieu d'habitation en fonction effectivement des politiques qui sont générées au niveau départemental. Alors, le développement, comme le disait Virginie Magnan, le développement effectivement des systèmes d'information comme le SIAPA, par exemple, permet aussi de lisser le manque d'équité qui pouvait exister. Il n'en reste pas moins que le service public départemental de l'autonomie sera un instrument très fort pour parvenir non pas à une uniformité totale des politiques qui seront mises en œuvre, mais pour parvenir au fait que globalement, les personnes ayant les mêmes problèmes se retrouvent aidées d'une manière qui soit une manière équivalente. C'est aussi l'opportunité de gérer de nouvelles relations entre les ARS et puis les départements, parce que les relations n'étaient pas extraordinaires entre les départements et la CNSA, puisqu'ils avaient quand même très largement boycotté les conseils de la CNSA lors du précédent mandat, mais les relations avec les ARS étaient également fort difficiles. Moi, quand j'ai pris la tête du département du Nord en 2015, on ne se parlait pas entre l'ARS et le département. Bon, le Covid étant passé par là, on a accompli des progrès tout à fait considérables. Aujourd'hui, il importerait que ce dialogue se fasse, et la CNSA peut mettre une goutte d'huile dans les rouages, se fasse globalement ARS, département et puis CNSA. Ceci dit, surtout, n'abordons jamais de trop près le problème du contrôle de la CNSA sur les politiques départementales, parce que là, c'est un sujet totalement explosif. C'est-à-dire que si on parlait de tutelle de la CNSA sur un département, j'imagine déjà quelques-uns de mes anciens collègues montant immédiatement au créneau, alors qu'il est peut-être plus facile pour des structures qui sont des structures comment dire, où l'État joue davantage son rôle, où les pouvoirs publics jouent davantage leur rôle, d'intervenir. Et la CNSA, si elle peut jouer un rôle de bons offices entre les uns et les autres, elle le fera très volontiers. Souvent, on obtient des résultats parce que on dit vous êtes l'État sans être tout à fait l'État. Donc, il est plus facile, effectivement, peut-être, de travailler lorsque vous venez nous y aider. On a des exemples, si vous voulez, comme les aides qui sont accordées, par exemple, par la CNSA aux MDPH les plus en difficulté, où les choses se passent bien et où parfois on est très surpris de voir des départements extrêmement importants, je ne dirais pas lesquels, qui viennent solliciter l'aide de la CNSA ou une mission de la CNSA auprès de leur MDPH. De la même façon, notre volonté, c'est une volonté de bons offices et non pas une volonté qui puisse être résumée par le contrôle. Mais Virginie, je vous laisse poursuivre. Pour poursuivre précisément sur la disposition législative visant à soutenir la capacité donc d'une mission d'appui et d'évaluation de la qualité, la capacité donc à réaliser non seulement de l'accompagnement mais aussi du conseil, de l'audit et d'évaluation de l'ensemble des services autonomie. Je veux dire que cette disposition nous semble importante, non pas pour bouleverser le sens de la relation entre la CNSA et les services des conseils départementaux et des MDPH. Le président Le Serre vient de rappeler que le positionnement de la CNSA vis-à-vis de ces services, sur lequel nous n'avons absolument aucun lien hiérarchique ou d'autorité, est un positionnement qui s'est nourri dans l'histoire d'un travail d'animation, de co-construction de référentiels et sur la période plus récente, notamment avec la feuille de route MDPH 22, d'une capacité à constituer une mission d'accompagnement qui intervienne en proximité des MDPH en difficulté en particulier. Nous avons cette mission sur les 2 dernières années à accompagner une vingtaine de MDPH à rétablir leur délai de traitement qui s'était dégradé
pour des raisons diverses, et à concevoir et mettre en œuvre des plans d'amélioration de la qualité qui permettent, je le redis, non seulement de réduire les délais de traitement, mais de les réduire durablement en revisitant les processus d'instruction des demandes et les processus de délivrance des droits. C'est une mission qui a fonctionné avec succès. Je pense au département à la MDPH du Finistère, dont les délais de traitement étaient en moyenne de plus de 6 mois et qui ont été divisés par 2, à la MDPH de l'Aisne, dont le rétablissement a été aussi spectaculaire. Voilà, donc cette mission d'accompagnement, elle est utile. Pour autant, et je le redis, dans le contexte de création d'une branche de la sécurité sociale, dont les comptes sont désormais certifiés, il importe, et la Cour des comptes œuvrant en qualité de certificateur le demande, que nous puissions garantir l'ouverture des justes droits et une dimension de contrôle interne qui dépasse, j'allais dire, le périmètre strict du fonctionnement de la Caisse nationale, mais qui étende la prise en compte du fonctionnement des services qui, aujourd'hui, œuvrent très concrètement pour ouvrir les droits. Je pense en particulier au MDPH, dont les CDAPH vont ouvrir les droits à prestations individuelles ou aux accompagnements collectifs lorsqu'elles orientent vers des établissements et services. Et donc, il s'agit d'une mission qui est très directement liée à la création de la branche, à la certification de ces comptes globaux et qui vise à renforcer vis-à-vis du certificateur notre capacité à garantir la parfaite conformité de l'ensemble des ouvertures de droits qui sont soutenues par les financements de la branche à un ensemble de référentiels. Donc il nous semble, et c'est la raison pour laquelle la création de cette mission d'audit et de conformité est déjà inscrite dans la coche de la CNSA, il nous semble que nous pouvons en même temps continuer d'avoir un travail d'expertise, d'animation, de promotion de la co-construction avec les MDPH et les services autonomie, tout en étant en capacité de nous doter d'une compétence d'audit qui permettra de réaliser aussi bien des audits thématiques sur l'attribution de certaines prestations, par exemple, donc des audits qui ne conduisent pas à regarder tout le fonctionnement des MDPH, par exemple, mais de s'appuyer sur plusieurs d'entre elles pour identifier par exemple, la manière dont est ouvert le droit à la PCH. Vous savez que c'est une prestation complexe. Il nous paraît intéressant de pouvoir regarder très concrètement et de très près de quelle manière les équipes travaillent. Voilà. De pouvoir réaliser ces actions nous semble de nature, d'une part, à répondre aux attentes du certificateur, je le redis, et à conforter notre capacité d'accompagner, j'allais dire, au plus près du fonctionnement des équipes, leur travail d'évaluation, d'instruction, et ainsi de garantir l'équité dans l'évaluation des situations individuelles. Pour revenir, pardon, sans être trop longue, sur le SPDA, donc je vous confirme qu'un travail de préfiguration est en cours, qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et dont les résultats devraient pouvoir être annoncés prochainement. Et la ministre Berger a annoncé qu'elle ferait l'annonce de ces départements retenus. Durant l'année 24, la CNSA a vocation à travailler de 2 manières sur des outils de nature à favoriser le développement de ce guichet unique, donc à soutenir les préfigurateurs dans leur démarche de préfiguration précisément de ce service, et d'autre part, et avec eux, en sorte de disposer d'outils qui soient, je le redis, co-construit avec les territoires, c'est l'ADN de la méthode de fonctionnement de la CNSA, de construire des outils qui aideront les autres départements à structurer un tel guichet. Vous m'interrogiez sur l'apport de ce service aux personnes. Je veux le redire, le constat de Dominique Libaud, mais qui est aussi un constat qui est fait à la CNSA et par le Conseil. Le constat, c'est celui de ce que les démarches administratives qu'ont
à faire, les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap, s'apparentent encore trop souvent, les personnes nous le disent elles-mêmes, à un parcours du combattant. Vers qui se tourner pour obtenir quel droit? Une fois qu'on a un droit, qu'est-ce qu'on en fait? Toutes ces démarches sont trop complexes. Et il importe de pouvoir fédérer une coordination d'acteurs qui aujourd'hui existe dans les territoires. Il y a des points d'info-service, des clics, des CCAS, des services polyvalents de conseils départementaux, les MDPH, on l'a dit, des dispositifs d'appui à la coordination qui travaillent, qui apportent un service, mais dont la lisibilité est loin d'être garantie. Donc, ou pas assez étroitement. Donc, c'est pour franchir cette marche de la qualité et de l'intégration qui est prévue cette disposition. Voilà, nous sommes déjà en train de travailler à faire en sorte que cette disposition puisse être utile pour les personnes. Merci, Madame la Directrice. Je donne maintenant la parole à Jocelyne Guidez. Merci. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont été dites. Moi, je vais simplement revenir sur certaines choses. La proposition de la programmation pluriannuelle, je crois que ça, c'est énormément demandé et ça sera apprécié parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a quand même pas de vue que qui paye quoi. Voilà, je veux dire, on a quand même du mal à savoir qui va payer quand même toutes ces propositions, etc. Je voudrais savoir si aujourd'hui, vous connaissez à quelle hauteur la CNSA contribuerait-elle au financement des dépenses liées à la coordination du SPDA et au fonctionnement de la commission des financeurs dans le cadre de la conférence territoriale de l'autonomie? Les concours de la CNSA au titre des dépenses décidées par cette commission des financeurs ont-ils vocation à progresser? Deuxième question, l'article 1er bis C qui prévoit la transmission par les départements de la CNSA de données relatives au nombre de financement du projet pérenne vous semble-t-il applicable? En ce qui concerne l'accueil des résidents, comment appréciez-vous la proposition de réserver une fraction des bénéfices réalisés par les EHPAD privés lucratifs pour financer des actions en faveur de l'amélioration des conditions d'hébergement et d'accueil des résidents? Je voudrais revenir aussi sur les contrôles. C'est vrai qu'on parle pratiquement que des contrôles importants dans les EHPAD, mais on ne parle pas du tout des contrôles dans les établissements de personnes handicapées. Alors même si on me dit, mais si, ça en fait partie aussi, n'empêche que l'on parle aujourd'hui que des EHPAD. Donc moi, j'aimerais bien que ce soit renforcé aussi au niveau des établissements pour personnes handicapées. Et puis mes deux dernières questions. Existe-t-il actuellement des possibilités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile sous forme de dotation globale? Et quelles sont les limites des possibilités existantes? Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Et quels sont les objectifs des expérimentations prévues à l'article 8? Celle-ci vous semble-t-elle de nature à améliorer le financement des services à domicile? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur le Président. Oui, quelques éléments de réponse. Sur les contrôles, j'accueille avec satisfaction votre remarque consistant à dire effectivement qu'il faut une appréhension globale sur le grand âge et sur le handicap. Peut-être qu'aujourd'hui, que jusqu'à présent, les dérives étaient plus importantes dans le secteur du grand âge, mais nul ne peut l'affirmer effectivement d'une manière totalement assurée. Je signale également que sur le handicap, vous avez d'autres problèmes qui se posent, comme le fait que des États voisins, comme la Belgique par exemple, ont acquis une certaine pratique et une certaine compétence sur qu'il faut certes contrôler, mais qui rend très difficile d'interrompre de manière brutale la collaboration qu'elle pouvait avoir jusqu'à présent, et qui impose effectivement de revaloriser les entreprises qui travaillent bien, qui sont situées à l'étranger, de la même manière qu'on le fait pour les entreprises françaises. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Sur la dotation globale, sur l'aide à domicile, je crois que tous les éléments de réflexion sont importants. Le secteur de l'aide à domicile est un secteur qui est aujourd'hui dans une situation d'extrême difficulté, alors qu'il n'a jamais été aussi indispensable. Donc il y a sur ce point des efforts à faire qui sont des efforts
colossaux, aussi bien d'ailleurs sur la reconnaissance au sens littéral du terme, reconnaissance financière, que sur l'attractivité de la fonction, sur lequel il y a des éléments d'ailleurs, mais y compris dans la PPL, au niveau de l'aide à la mobilité pour ces personnels, la prise en charge par la CNSA ou par l'État ou par les départements ou de manière groupée par les uns et par les autres de la mise en place, par exemple, de flottes de véhicules ou les aides qui sont données à l'acquisition de véhicules, la possibilité d'utiliser ces véhicules en dehors même de leur travail, mais pour conduire leurs enfants à l'école ou pour faire leurs courses, sont des éléments d'attractivité supplémentaires. Et puis, il y a le véritable sens à donner effectivement à ces fonctions. Je crois qu'une réforme qui va rentrer en application au 1er janvier, donc c'est demain, va y contribuer. Ce sont les fameuses heures ex de convivialité devenues heures de lien social, qui vont permettre effectivement que ces personnes soient rémunérées, pas seulement pour le temps qu'elles passent à faire la toilette, à préparer le repas, à donner le repas, mais aussi le temps qu'elles passent pour parler avec la personne, notamment la personne âgée, la personne en situation de grand handicap. Elles ont effectivement un besoin de s'exprimer, de pouvoir effectivement échanger sur leur famille, sur leur quartier, sur leur village, selon qu'elles sont en milieu urbain ou en milieu rural. Tout cela, ce sont des éléments qui doivent être effectivement pris en compte de manière importante. Mais on est très très loin, si vous voulez, des souhaits qui avaient été exprimés dans différents rapports, comme le rapport, je crois, de Mme El Khomri, qui disait que d'ici 2025, il fallait créer 350 000 emplois de l'accompagnement et du soin. On n'y parviendra jamais, d'où le fait qu'à côté des aides à domicile, il faut aussi être extrêmement vigilant sur les aidants. Les aidants qui représentent environ 8 millions de personnes, d'après les chiffres très approximatifs qui nous sont donnés, sur lesquels il y a aussi quelques progrès qui ont été réalisés, mais où ces progrès ne sont pas suffisants. Et il faut aussi une appréhension différente au niveau de l'État, de la CNSA, mais aussi et surtout des départements, sur ce que l'on appellera la capacité d'accorder du répit aux personnes proches et aux personnes aidantes. Moi, j'ai toute une série, effectivement, de protestations qui sont faites par les territoires devant des initiatives très riches consistant à mettre en place des structures d'accueil à la fois pour aidants et aidés, de façon à ce que la solution, ça ne soit pas toujours de mettre l'aidé pour 15 jours ou pour 3 semaines dans un EHPAD, mais de pouvoir prendre ensemble le repos nécessaire et qui ne sont pas aujourd'hui encouragées comme ces solutions devraient l'être, y compris au niveau, effectivement, territorial. Je vous laisse compléter, Madame la Directrice. Peut-être juste sur 2 points. D'abord sur la mobilisation des financements de la branche autonomie en soutien aux actions de prévention, pour rappeler 2 choses. D'une part, que les financements dédiés à la prévention de la perte d'autonomie sur la période 2022-2026, donc dans le cadre de la COG, sont très significatif. La branche a prévu de mobiliser 1 milliard d'euros sur l'ensemble de cette période pour soutenir les actions pilotées au territorial par les conférences des financeurs. C'est une trajectoire, j'allais dire, ascendante, puisque les crédits dévolus donc aux conférences des financeurs progressent chaque année de la COG, vont progresser en 2024, et que par l'intermédiaire de ces financements, donc 2 concours que vous connaissez bien, Madame la Sénatrice, pour avoir travaillé à l'élargissement de leur objet au soutien aux aidants, le concours à la fois destiné à soutenir la prévention en résidence autonomie et puis les concours dédiés à soutenir les autres actions de prévention, donc en particulier les actions collectives, représentent aujourd'hui plus de 50% des crédits mobilisés par ces conférences. Donc la CNSA et j'allais dire le premier financeur, la branche autonomie, est le premier financeur des actions de prévention, abstraction faite de l'accès aux aides techniques financées par l'assurance maladie via la liste des prestations et produits remboursables. Donc nous occupons une place très importante dans le financement de cette prévention. Je le dis assez simplement, on n'a pas non plus, moi j'ai pas
en l'espèce, je ne fais pas la course à la timbale. Si d'autres financeurs, et je sais que la COG de la CNAV lui permet également de renforcer ses moyens dédiés à la prévention de la perte d'autonomie au travers des crédits d'action sociale mobilisés par les CARSAT, si l'assurance vieillesse peut intervenir de manière accrue sur la prévention, évidemment que ce renforcement de la capacité collective sera très bienvenu. Et si la CNSA n'est plus le premier financeur, mais devient deuxième financeur dans le cadre d'un périmètre de financement accru, je crois que ce sera au bénéfice des personnes concernées. Sur le deuxième point sur lequel vous nous interrogiez en rebond sur les propos du président Le Serre, la question de l'expérimentation de ces dotations forfaitaires. Je veux dire que d'une certaine manière, la réforme du financement des SAD avec la mise en place de la dotation complémentaire permettait j'allais dire, de tracer le chemin d'un financement plus global des SAD, puisque la mise en place de la dotation complémentaire est conditionnée par la signature de CEPOM. Et donc, au travers des CEPOM, les SAD sont financés par une dotation globale qui fait masse des crédits correspondant aux tarifs planchers, qui sont des tarifs horaires, mais globalisés dans le cadre du CEPOM, et de la dotation complémentaire. Je crois que ce qui est une avancée symbolique mais importante de l'expérimentation de la dotation forfaitaire, c'est d'ouvrir la perspective d'un financement qui soit, j'allais dire, définitivement distingué d'un financement horaire, puisque je le redis, le CEPOM, c'est l'addition, entre guillemets, des tarifs horaires multipliés par le nombre d'heures prévisionnelles qu'aura vocation à assurer le SAD sur le territoire, plus une dotation complémentaire. Avec la dotation forfaitaire, on change de paradigme, c'est peut-être un peu ambitieux, mais on se rapproche du financement d'établissements et services médico-sociaux classiques, où c'est bien le fonctionnement global de la structure en direction d'une pluralité de personnes accompagnées qui est financée par cette dotation, et on s'oriente vers l'abandon d'une référence à une intervention horaire qui est, c'est vrai, beaucoup dénoncée par les acteurs comme allant de pair avec un fractionnement des interventions, une difficulté à financer des temps de coordination, des temps qui ne se mesurent pas strictement par la présence auprès de la personne. Donc c'est nous semble-t-il, une avancée. Nous allons maintenant donner la parole à nos différents collègues, et je vais commencer par Corinne Ferré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice, beaucoup de choses ont été dites à la fois dans votre présentation, mais aussi après les interrogations et interventions de mes collègues rapporteurs. Pour autant, je souhaitais insister sur 2 points, 3 peut-être. Le premier, dire que, comme vous, je partage le regret que vous avez exprimé sur le fait qu'on n'ait toujours pas cette grande loi autonomie, pourtant promise depuis de nombreuses années, et qui aurait pris et qui devait prendre dans son ensemble la problématique de la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées notamment. Donc je voulais le signaler. Je voudrais tout d'abord revenir sur le titre premier qui concerne donc la création d'une conférence nationale autonomie et la mise en place aussi d'un service public départemental autonomie. Cette conférence nationale, je voulais vous demander si vous ne pensez pas qu'une conférence ou des conférences territoriales auraient été plus pertinentes pour être dans la proximité d'une réponse ou de réponses qui doivent être faites à nos aînés, on va dire, et à tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Vous avez mentionné effectivement dans nos territoires où territorialement il existe des conférences de financeurs, mais donc comment trouver la bonne articulation, voire est-ce que cette conférence nationale, puisqu'elle n'est pas déclinée territorialement, est-ce qu'elle ne va pas manquer, ou est-ce que, voilà, comment toutes les instances déjà existantes trouveront toujours leur pertinence pour répondre aux besoins? Et le service public départemental de l'autonomie, vous l'avez rappelé, c'est un amendement du gouvernement qui a été proposé, présenté au dernier moment lors de l'examen de la loi, mais qui fait écho à une proposition de Dominique Libault dans son second rapport. Donc c'est extrêmement important. Mais voilà, je voulais avoir aussi votre avis sur
la façon dont cette organisation-là se glisse dans cette proposition de loi. L'autre point porte sur le titre 3, et en particulier le titre 3, c'est les conditions d'habitat, les prestations de qualité grâce à des professionnels accompagnés, je lis, hein, et soutenus dans leur pratique. Considérez-vous que les propositions qui sont formulées dans ce titre 3 par les différents alinéas et articles sont suffisants pour rendre ces métiers attractifs? Vous l'avez dit, on manque cruellement de personnes et de personnel, j'ai envie de dire, de femmes, hein. Lorsque nous avons auditionné avec les rapporteurs les représentants des organisations syndicales, particulièrement des salariés qui interviennent à domicile, ils ont rappelé que le nombre de femmes, 95% de ces emplois sont occupés par des femmes, plus de 66% d'entre elles sont à temps partiel non choisi. Donc tout ça ne rend pas ces métiers attractifs. Des propositions sont faites, vous l'avez rappelé, en matière de mobilité, d'organisation, de temps d'échange, mais où sont les moyens? On nous dit, ils nous disent que dans certaines structures, ce temps d'échange n'est pas applicable, parce que ce temps d'échange, il n'est pas financé. Donc voilà, c'est un vrai problème. Et quid de la formation? La formation aussi de ces femmes, on va dire, hein, puisqu'elles sont très majoritaires, dans leurs interventions à domicile notamment, parce qu'elles ont le sentiment parfois, faute de formation, de connaissances, eh bien, d'être maltraitantes, et que la maltraitance, elle existe dans les établissements, mais elle existe aussi à domicile. Merci. Merci beaucoup. La parole à Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, Monsieur le Président, tout à l'heure, alors c'est un peu en marge du texte qui nous réunit ce matin, mais tout à l'heure, j'ai cru comprendre quand vous évoquiez l'expérimentation sur la fusion soins-dépendance, que, alors que le gouvernement avait annoncé au plus 20 départements, j'ai l'impression, si j'ai bien compris vos propos, que ce serait 16 qui serait retenu, que les choses étaient déjà bouclées. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou pas? Mais attendez, je pose ma question, puis après, voilà. Et plus particulièrement donc sur le texte bien vieillir, l'accueil familial. L'accueil familial, on en parle peu. Il n'est pas développé. Donc l'accueil familial, vous le savez, agrément du président du conseil départemental. Donc il n'est pas développé de la même manière dans les différents départements, hein. Certains départements sont très développés, d'autres c'est pas le cas. La loi, aujourd'hui, les textes disent qu'un accueillant familial peut être agréé pour 3 personnes au plus, et avec une dérogation du président du conseil départemental, si les conditions le permettent, l'accueillant familial peut être agréé pour 4 personnes s'il accueille un couple. Je crois que c'est ce que dit la loi aujourd'hui. Que pensez-vous de l'accueil familial? Parce que c'est une des solutions d'accueil des personnes âgées, d'ailleurs, ou handicapés, puisqu'on a 2 types d'accueil familial. Est-ce que vous pensez que cette dérogation pourrait être élargie à l'ensemble des accueillants familiaux, toujours si les conditions d'accueil le permettent, ou pas? Parce que compte tenu du vieillissement, de la réticence à rentrer en EHPAD, etc., pourquoi pas un accueil de proximité, avec, j'allais dire, un atout, même si le métier est très difficile, c'est qu'au moins il y a un suivi par les services du conseil départemental, puisque qui dit agrément dit suivi, accompagnement, alors qu'en même temps on voit s'ouvrir des structures d'accueil sans autorisation des conseils départementaux, de la colocation, etc., qui échappent à tout contrôle. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Alain Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci pour l'ensemble des communications que vous avez faites, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Une première observation. Je vous ai écouté, Monsieur le Président, quand vous avez parlé des PPL en disant que vous doutiez fort de l'avenir de ces PPL. Une observation, on observe de plus en plus la multiplication de ces PPL un peu partout qui, d'une manière ou d'une autre, exonèrent finalement le gouvernement de faire des propres lois, ses propres lois, et d'en faire des plus profondes, de plus approfondies. Ça, c'est une observation. Ma question est la suivante. J'ai assisté la semaine dernière à une audition de nos rapporteurs qui auditionnaient des opérateurs privés. L'un de ces opérateurs privés a parlé du prix de journée. Et il a dit que le prix de journée pouvait varier entre 75 €, si les chiffres sont bons, à 1 500 €. N'y a-t-il pas, dans ces conditions, un risque de voir certains tenter de transformer leur EHPAD en soins palliatifs?
Merci. Juste pour compléter l'intervention d'Alain Milon, rappelons que dans une PPL, il n'y a ni étude d'impact, ni avis du Conseil d'État. En plus, voilà. Monsieur le Président, puis Madame la Sénatrice. Oui, d'une part, sur les 16 départements. Les 16 départements sont des départements qui ont été choisis pour l'expérimentation de service public départemental de l'autonomie. Donc, on est sur une autre thématique. Sur l'accueil familial, aujourd'hui, il existe de manière très homéopathique, si vous voulez. Le département que j'ai présidé est le deuxième de France en la matière, derrière La Réunion, alors que le nombre de personnes n'est pas considérable. Or, il y a de vrais succès dans l'accueil familial. Il y a notamment un succès important de l'accueil familial en milieu rural, ce qu'on avait rebaptisé l'accueil à la ferme, pour enjoliver un peu les choses, qui se passent très bien. Et je pense qu'il y a des opportunités qui existent, aussi bien d'ailleurs pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap, qui sont aussi des opportunités, quelquefois dans le milieu agricole, d'avoir une diversification des responsabilités. Et je constate que là où ça fonctionne bien, les personnes qui sont en accueil familial, généralement, elles y restent jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire avec le fait que pour la plupart, elles ne quittent pas ce domicile qui est devenu leur domicile pour l'EHPAD, mais qu'elles y restent globalement. Donc c'est un des points sur lesquels il faut réfléchir au développement, un peu comme le logement partagé, comme le logement inclusif, sont vraiment des modalités qui vont se développer qui doivent se développer d'une manière tout à fait importante. Sur la conférence nationale et non pas territoriale, vous savez, il y a tellement d'hypothèses aujourd'hui en France où on a beaucoup de mal à faire en sorte qu'il y ait un minimum d'équité entre les situations des différents départements. J'ai été vice-président de l'ADF en charge des finances. J'ai pu constater effectivement l'extrême difficulté d'avoir des décisions qui soient des décisions œcuméniques au niveau de l'ADF. L'ADF, il y a quelquefois autant de décisions qu'il y a de départements. Que je me dis que sur le plan d'aller vers une plus grande universalité, une plus grande équité, ce qui est quand même notre responsabilité, ça exige qu'il y ait parfois des structures qui soient des structures ayant compétence au niveau national. Je n'ai pas dit de mal, mon cher Alain, sur les PPL. J'ai quelquefois l'impression, effectivement, qu'on a une PPL pour préparer la loi. C'est ce qui n'était pas exactement la raison, effectivement, du droit d'initiative parlementaire. Et puis, bon, j'ai été battu à la chaîne, même si je me vante beaucoup d'avoir une PPL qui est allée jusqu'au bout quand j'étais sénateur. Le nombre de PPL qui aboutissent, même si celle-ci est très particulière, est assez restreint. La discussion que vous allez avoir sur la PPL, elle est fondamentale sur un certain nombre de sujets, et je pense qu'elle est fondamentale aussi sur ce que sera l'avenir au niveau des lois de financement. Et les lois de financement qui devront revenir tous les 5 ans, si j'ai bien compris, et qui permettront effectivement de mettre en musique les décisions que vous aurez contribué à faire prendre. Notre situation à la CNSA est un peu la situation quelquefois du législateur qui est sous les fourches codines de l'article 40, c'est-à-dire que nous avons effectivement des déclarations de ministres depuis le vote de la COG qui mettent en place des politiques qui sont des politiques totalement intéressantes mais qui ont un coût, et au moment du vote du budget, on en est à tirer les sonnettes en disant Madame la Première ministre, les promesses ont été faites, il faut maintenant que les moyens soient donnés effectivement à la CNSA de tenir les promesses gouvernementales. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est quelquefois un petit peu compliqué. Et lorsque l'on demande effectivement d'utiliser les possibilités d'avenant de la COG, qui sont d'ailleurs prévues pourtant et qui devraient être un phénomène totalement banal et normal, on a quelquefois l'impression de proférer quelques insanités, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on y arrivera. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Voilà, donc Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai bien compris que la mise en place de ce service public départemental de l'autonomie
conduirait, enfin l'un des vœux du législateur, c'est de conduire à une certaine uniformisation des services qui sont proposés dans les départements et qui peuvent être divers et variés. Mais au-delà, est-ce que nous devons y voir finalement une territorialisation, je vais y arriver, de la 5e branche? C'est un peu ce que je crois Madame la directrice nous a expliqué. Ensuite, moi j'ai une inquiétude. Uniformiser, c'est bien. Est-ce que néanmoins les départements garderont une certaine capacité d'innovation? Il y a un certain nombre de départements dans ce pays qui sont assez innovants pour ce qui concerne l'accueil des personnes âgées ou l'accueil des aidants. Donc, est-ce qu'on continuera est-ce qu'on leur laissera toujours cette possibilité, cette liberté? Si je vous pose cette question, c'est parce que je suis un peu inquiète et je suis très minoritaire sur le sujet, mais ce n'est pas grave, d'une certaine volonté, me semble-t-il, de ramener la dépendance vers les ARS et donc, quelque part, de priver les départements d'une partie de leurs compétences sur ce sujet. Donc, j'espère que les départements pourront garder leur capacité d'innovation. Ensuite, concrètement, moi, j'ai du mal à voir comment ce service départemental va se mettre en place. Est-ce qu'il s'agira d'un guichet unique par département, puisque le but, c'est d'informer les gens? Est-ce qu'il s'agira d'un guichet unique? Qui financera le fonctionnement de ce guichet unique? Si ce sont les collectivités qui doivent mettre à disposition de ce guichet unique des agents, ça veut dire que ce sont les collectivités qui vont financer. Est-ce qu'on ne doit pas craindre que les choses se passent comme elles se sont passées pour d'autres services, et notamment France Service, où on voit petit à petit quand même que pour maintenir les maisons France Service, il faut que les collectivités financent, sinon le service ne se maintient pas. Et enfin, c'est plus une remarque qu'une question. Moi, ce que je vois au travers de cette proposition de loi, je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait que du coup, il n'y ait pas d'étude d'impact et on évite un certain nombre comme ça de questions. On n'a pas à y répondre. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que là, finalement, cette PPL amène à créer une instance ou des instances supplémentaires. Mais qu'en est-il de l'offre? Qu'en est-il de l'offre? Moi, quand je discute avec mes concitoyens, ils ne sont pas vraiment inquiets de savoir où trouver de l'information, même si c'est difficile, je l'entends bien pour un certain nombre d'entre eux. Moi, c'est plutôt de l'offre dont je voudrais qu'on parle. Vous avez évoqué tout à l'heure les systèmes portés par certains départements, les projets portés par certains départements sur les aidés et les aidants. Le mien en fait partie, mais il y a d'autres projets ailleurs et que nous avons énormément de mal à faire financer, que nous avons énormément de mal à faire percer, si je puis dire, au niveau de l'État et du gouvernement. Donc ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est l'offre. Et est-ce que cette PPL, une fois votée, n'empêchera pas, justement, qu'on vienne à une grande loi dépendance où on parlera d'offres et de financement? Merci beaucoup, Olivier Henno. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice, pour la clarté de vos propos. Beaucoup de choses ont été exprimées. Effectivement, je crois qu'il y a une tension dialectique entre le principe d'uniformité et puis le principe d'équité. Et d'ailleurs, vous l'avez exprimé, Monsieur le Président, en disant qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, en fonction de son âge, on choisit tel ou tel lieu d'habitation en fonction des services qui pourraient être offerts ou financés. Et compte tenu du fait qu'on va rentrer dans une période, on est déjà, après le quoi qu'il en coûte, dans une période de tension financière pour les EHPAD, tension financière pour les soins à domicile et sans doute aussi tension financière pour les départements. Je m'inquiète plus de la question de la rupture d'équité territoriale. Or, nous sommes dans un État qui est un État décentralisé et pas un État fédéral. Et la question de veiller à cette équité territoriale, moi je suis évidemment partisan de la décentralisation et de l'autonomie des départements, mais dans le cadre d'une équité territoriale, il me semble que... Et puis dans la 5e branche, il va falloir une légitimité très forte de la CNSA.
par rapport à ces enjeux. Alors ma question, elle est un peu en marge parce que bon, la conférence nationale, j'avoue que j'y vois les limites, hein, on est habitué à ce genre de choses, mais comment voyez-vous les choses pour l'avenir pour renforcer la légitimité de la CNSA dans le cadre de la 5e branche et dans le cadre de cet enjeu d'équité territoriale? Je vous remercie. Merci bien. La parole à Jean-Marie Von Larenberg. Bien prononcé. Merci, Monsieur le Président. T'as bien dit, oui, c'est vrai. Mais je n'en doutais pas. Bon, Monsieur le Président, Madame la Directrice, moi j'ai 2 questions sur l'organisation et sur le financement. Je pourrais en avoir beaucoup d'autres parce que c'est un sujet un peu complexe, on l'avoue et on l'a entendu. Sur l'organisation, je pense que bon, là, un cahier des charges qui fait référence au rapport Libault sur la démarche à suivre. Je dois dire, j'ai entendu ce que vous disiez, Monsieur le Président, en parlant d'universalité. Je crains qu'on ne confonde universalité et uniformité. Je sais que vous partagez tout à fait mon point de vue. Ayant été président de département, vous savez ce que c'est. Mais je crains, compte tenu de la centralité de la CNSA, de la Caisse nationale, qui n'est peu décentralisée, je crains que ça ne soit pas effectif et que ce cahier des charges, il s'applique indifféremment partout sur le territoire, alors qu'il me paraît essentiel, et on l'a entendu encore hier avec les rapporteurs de la part de M. Libault, il est essentiel de penser territorialité. Ça peut être le département d'ailleurs, suivant la taille du département, ou ça peut être quelque chose de plus petit. D'ailleurs, si on fait référence à l'article 8 bis de cette PPL, parle de groupements territoriaux. C'est aussi dans l'article 1 bis F, les services territoriaux. Je crois beaucoup à ça, l'essentiel étant qu'on crée, qu'on organise les services autour de la personne, qui est une convention. C'est d'ailleurs suggéré dans l'article 8 bis, une convention entre le département, l'ARS. Ça répond peut-être à certaines inquiétudes que j'ai entendu se manifester tout à l'heure, et notamment à l'instant par Olivier Henno. Le département, l'ARS, et puis la structure, qui peut être une structure d'aide à domicile ou un EHPAD, qui gère la personne. Je crois que ça, c'est un point capital si on veut réussir cette mutation, on peut dire, hein, dans les services aujourd'hui. Deuxième point, c'est le financement. Ça a été évoqué par certains. Bon, on a 2 aspects souvent, dans les EHPAD en particulier, santé, financé par la Sécu, et puis le social, financé par le département. Certains suggèrent de scinder cela, de donner une responsabilité du financement uniquement pour le social département, puis la santé à la Sécu, de maintenir. Alors, où est la cohérence? Quand on aura effectivement le besoin, effectivement, notamment dans le service d'aide à domicile, de mettre en place ce qui est en train de se produire dans pas mal de structures, de mettre en place des équipes autonomes de soignants d'aide à domicile qui fonctionnent en groupe et qui auraient effectivement à scinder leur temps parce qu'ils relèveraient de la sécurité sociale pour ce qui concerne le soin ou du département quand il s'agit d'accompagnement effectivement de la personne. Je pense qu'il faut trouver là à revoir complètement le financement. Alors peut-être que la solution est dans le forfait, mais ça reste quand même tout à fait à démontrer. Voilà. Merci beaucoup. Corinne Boursier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Je vous remercie pour vos interventions. Je souhaite en faire 2. Moi, la première, vous y avez déjà partiellement répondu, mais il est important de s'y attarder. J'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière une association qui œuvre dans le service à domicile. Ils m'ont alerté sur plusieurs difficultés qu'ils rencontrent. La première, c'est l'insuffisance de la tarification qui leur est accordée.
avec des coûts de revient qui sont bien supérieurs à cette tarification. Le coût de revient d'une heure à domicile est par exemple de 32 € et la CARSAT ne prend en charge que 25,60 €. Je précise que la convention qui lie cette association à la CARSAT leur interdit toute surfacturation d'un reste à charge aux bénéficiaires. La mise en place d'un reste à charge ne serait par ailleurs pas forcément la meilleure solution pour des bénéficiaires qui sont parfois en situation de précarité et qu'un reste à charge trop important conduirait inévitablement à renoncer à toute aide. Cette tarification insuffisante met gravement en péril la survie financière de ces associations, et alors que la demande explose, et on sait que c'est une tendance qui va se poursuivre. Nous avons besoin aujourd'hui, et plus que jamais, de nos services d'aide à domicile, nombreux et de qualité. Or, beaucoup sont aujourd'hui en très grande difficulté. Alors, je vais quand même vous reposer la question, mais vous y avez déjà partiellement répondu. Comment pensez-vous qu'on pourrait faire évoluer la tarification au service d'aide à domicile, un nouveau mode de financement qui prenne en compte le temps de déplacement? Vous l'avez déjà un peu expliqué, par exemple, est-il envisageable? Ma deuxième question porte sur les CESU. C'est aujourd'hui un dispositif qui permet d'employer une personne à domicile, y compris pour l'accompagnement et l'aide à la personne. Les services à domicile sont à juste titre soumis à des contrôles, à une réglementation ou encore à des évaluations de la même manière que le sont notamment les EHPAD. Mais comment sont exercés les contrôles des personnes qui exercent via les CESU ou le contrôle de leur activité? Les plans d'aide qui sont mis en place via les CESU, que ce soit avec l'APA ou la PCH, le sont aussi avec de l'argent public, mais les contrôles semblent bien obscurs. Merci de vos éclaircissements. C'est une question technique. Alors, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il y a pas mal de questions qui est touchées effectivement à un problème qui me tient à cœur, comme l'a dit Jean-Marie Van der Renberg. C'est effectivement ce problème de l'uniformité ou de l'universalité. Moi, je préfère le terme d'universalité au terme d'uniformité. Je crois qu'il n'est pas sain d'exiger qu'il se passe la même chose en Lozère et à la ville de Paris, ou la même chose dans le département du Pas-de-Calais et dans le département des Pyrénées-Orientales. Donc, ce que nous souhaitons, ce que nous devrions exiger, et plus que souhaiter, c'est qu'il y ait effectivement une comparabilité des aides accordées aux personnes, quel que soit effectivement leur lieu de domicile. Et on touche là très vite à un deuxième problème, c'est-à-dire, j'ai bien entendu l'orientation vers la qualité. Est-ce que, avec des mesures qui seraient des mesures trop ambitieuses, on ne finirait pas par décourager les innovations? Il y a actuellement un travail qui est réalisé avec les départements et où la CNSA joue un rôle un peu de maître d'œuvre, c'est la réforme des dotations de la CNSA aux départements. Cette réforme qui est en cours, c'est pas facile, croyez-moi, cette réforme qui est en cours, elle doit aboutir à plusieurs choses. Elle doit aboutir notamment à ce que les aides qui soient accordées soient des aides qui soient proportionnelles aux difficultés rencontrées par les différents départements. L'égalité complète est une rupture d'égalité. C'est-à-dire que jouer l'égalité, c'est traiter différemment des départements qui se trouvent dans des situations différentes. Il faut effectivement que certains départements soient davantage aidés parce que leurs moyens sont des moyens insuffisants. Quelquefois, on a fait le contraire. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des tarifs planchers, où vous avez effectivement des départements riches qui avaient des taux très très bas en termes de tarifs planchers, qui sont passés de 16 à 22 sans que ça leur coûte quoi que ce soit, alors que des départements ruraux, des départements beaucoup moins favorisés avaient fait l'effort, parce que justement leur population était une population en difficulté, d'avoir des tarifs planchers plus importants, ce qui fait qu'il y a un effet d'aubaine qui s'est créé pour un certain nombre de départements. Si on réforme globalement les aides de la CNSA aux départements, on sera amené à revoir également cet élément. De même, sur le problème du forfait. Le problème du forfait, il a l'estime et le soutien effectivement du Conseil de la CNSA à une condition, c'est que la forfaitisation n'entraîne pas une diminution du temps passé au chevet de la personne, mais qu'elle
permettent au contraire d'avoir une beaucoup plus grande souplesse dans l'organisation des services à domicile, que les structures des services à domicile, que les personnes qui pratiquent cette fonction particulièrement noble soient davantage mises à contribution pour organiser leur emploi du temps. Je me suis un peu fâché à un conseil de la CNSA où on évoquait effectivement les heures qui sont les heures de lien social. Les 2 heures de lien social, les 9 heures par mois, qui sont un élément extrêmement intéressant. Intéressant pour la personne qui en bénéficiera, la personne âgée qui en bénéficiera, parce que, encore une fois, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des gestes quasi médicaux ou d'utilité absolue, comme le fait de préparer les repas et de donner à manger, qui seront réalisés, mais lorsqu'il y aura aussi le compagnonnage d'une personne vis-à-vis de l'autre personne, avec les conversations, avec le tour du jardin, avec les discussions qui pourront se faire. J'ai entendu que certains départements avaient l'intention de confier effectivement ces heures de lien social à la Poste. J'ai beaucoup de sympathie pour la Poste. La question n'est pas là. Elle a des facteurs dont quelquefois elle ne sait plus trop bien quoi faire. Mais que la Poste soit chargée de faire un repérage, par exemple, des personnes en difficulté, soit, mais qu'elle soit chargée de réaliser ce travail, là je ne suis plus d'accord. Ce travail doit être réalisé par les agents qui sont aujourd'hui les agents qui rendent ce service à la personne, et que cela permette qu'elle passe d'un emploi assuré en un emploi qui un peu à la fois s'acheminera vers un emploi à temps complet. Encore une fois, quand on connaît le montant des salaires qui sont perçus, on ne peut que rougir de confusion. Virginie, complément, c'est bon? Si vous m'y autorisez, oui. Peut-être beaucoup de choses ont été abordées dans cette série de questions, revenir sur des points qui avaient moins fait l'objet d'informations. D'abord, en écho au propos du sénateur Millon sur le tarif des EHPAD et le positionnement des EHPAD privés commerciaux sur l'accompagnement des publics les plus dépendants. Plusieurs choses. La CNSA est chargée depuis la loi ASV de rendre compte des tarifs, de publier les tarifs hébergement des EHPAD. Nous le faisons sur le site pour les personnes âgées, puis d'assurer des synthèses régulières pour l'information collective sur ces prix. On s'apprête à mettre la main à la publication du prix des EHPAD pour l'année 23, qui nous permettra de rendre compte de tarifs moyens journaliers effectivement très différents suivant que les EHPAD sont habilités ou non habilités à l'aide sociale. Les écarts se situant pour les prix hébergement des EHPAD habilités aux alentours de 63,50 € et pour ceux non habilités à l'aide sociale en moyenne nationale plus près de 97 € avec les prix qui absolument sans surprise, on le constate chaque année depuis qu'on les publie, les prix les plus élevés en région parisienne, 155 € en moyenne pour Paris comme tarif journalier pour les places non habilitées, dans les Hauts-de-Seine 132 €, dans les Yvelines 118 €, mais également en Haute-Savoie 115 €. Ces tarifs journaliers les plus élevés pour les EHPAD commerciaux coïncident avec des départements dans lesquels le prix du foncier est très élevé. C'est pour ça qu'on trouve notamment la Haute-Savoie. Et c'est logique puisque le tarif hébergement, il rémunère en priorité le coût de l'hébergement. Et donc, il est très déterminé, comme on avait pu le mettre en évidence dans des publications antérieures, par le prix du foncier. Est-ce que ces prix qui sont élevés, on a repéré des disparités, on n'a pas repéré les 1 500 € que vous évoquiez, monsieur le sénateur. Ces prix, donc je le redis, ces prix hébergement, ils sont essentiellement déterminés par le coût du foncier. Pour autant, on voit que les durées de séjour dans les établissements sont différentes, effectivement, et plus les EHPAD sont coûteux, plus la durée de séjour est réduite. C'est une forme de dernier recours. Pour autant, moi, je considère que ce n'est pas au seul EHPAD, à ce moment-là, de prendre en charge les publics très dépendants et multipolypathologiques qui peuvent alors être accueillis. Au demeurant, le mécanisme de financement du soin apporté en EHPAD n'y suffirait pas, puisque ce qui est tarifé à travers
le financement Pathos ne va pas jusqu'aux soins palliatifs, mais je veux signaler, notamment à la faveur de la crise Covid, que les liens entre les EHPAD et les filières gériatriques ou gérontologiques et les structures d'hospitalisation à domicile se sont renforcés et qu'à ce moment-là, j'allais dire le juste soin ou le juste accompagnement, il ne résulte pas seulement de la mobilisation des ressources propres de l'EHPAD, mais des conventionnements entre l'EHPAD et ses filières ou cette HAD. Le bilan d'ailleurs de l'intervention des structures HAD sur l'année 23 en atteste. Il y a un renforcement des liens et des partenariats et c'est absolument indispensable pour garantir le bon accompagnement de publics qui peuvent être effectivement en fin de vie dans les EHPAD. Je veux aussi réagir ou apporter des informations sur le soutien que la Caisse est susceptible d'apporter aux départements qui promeuvent l'accueil familial pour les personnes âgées, pour signaler que dans le cadre des rencontres autonomie interdépartementales que la CNSA a installées cette année dans le cadre de la création de la branche, je me rendais au tout début du mois de novembre à La Réunion, qui fait partie des territoires dans lesquels est pratiqué et promu l'accueil familial. J'ai pu notamment visiter des maisons d'accueillants familiaux, un peu sur le modèle des maisons d'assistants maternels qui peuvent exister sur le champ de l'enfance. Et avec l'équipe qui m'accompagnait, on a été très intéressés par ce modèle qui voit des maisons donc tout à fait comparables à un habitat autonome, une maison avec trois, maximum 4 résidents, un hôte qui est là en permanence. Le modèle que nous avons vu en fait était assez original puisque sur le modèle de maison d'accueil familial, la maison était gérée par une association qui salariait l'accueillant familial étant lui-même agréé. Et ce modèle permettait d'avoir 2 accueillants familiaux qui se succèdent au sein d'une maison qui était un vrai chez-soi pour les personnes, mobilisant par ailleurs, puisqu'il y avait plusieurs petites maisons dans un même quartier, et donc une capacité à pouvoir disposer aussi, mobiliser des services civiques, disposer d'espaces pour des regroupements et des activités. Donc c'est vrai que c'était un modèle qui nous est apparu très séduisant et sur lequel il faut qu'on continue de travailler, puisque garantissant un petit chez-soi et en même temps en capacité d'offrir des activités très intéressantes pour les pensionnaires. On continue peut-être encore. Il reste 3 dernières questions, donc avant la coupure et voilà la suspension. Brigitte Nevessa. Oui, merci Président. Je tenais à remercier Monsieur le Président et Madame la Directrice pour leurs propos. Évidemment, plein de choses ont été dites et je ne vais pas être redondante. Je voudrais juste faire un focus sur la question que je vais vous poser. En tous les cas, sur le titre 2, vous parlez il est dit promouvoir la bientraitance pour lutter contre la maltraitance des personnes en situation vulnérable. Alors, on sait que la maltraitance prend plusieurs formes. Moi, je voudrais faire un focus sur le service d'aide à domicile. Moi, je suis évidemment une élue qui va beaucoup sur le terrain et qui rencontre énormément de familles qui se plaignent. Qui se plaignent parce que dans ces services, malheureusement, d'aide à domicile, on a parlé, mes collègues l'ont parlé, du recrutement qui est difficile à faire, de la formation qui n'est pas toujours opérationnelle. Mais qu'en est-il? Parce que nous sommes quand même, des familles sont complètement désœuvrées. Quand vous avez des familles qui prennent en compte la situation de leurs parents vieillissants et qui sont présentes, elles peuvent pallier à toutes ces incohérences, à ces maltraitances qui sont pas forcément parfois volontaires, mais qui existent. Alors, moi, je peux en parler, puisque j'ai vécu cette situation, mais je ne suis pas la seule, beaucoup la vivent, et on n'a pas le sentiment d'avoir des contrôles qui sont renforcés, des moyens qui sont alloués pour vérifier. Vous avez, par exemple, sur des services d'aide à domicile, dans une semaine qui est programmée, vous avez des absences, les personnes ne sont pas remplacées, elles sont étrangères aussi, elles arrivent pour la première fois dans une famille, la personne ne connaît pas cette aide à domicile, donc il faut un peu réexpliquer, personne n'a le temps de rien du tout, et quand il y a vraiment de la maltraitance sur lesquelles les familles sont informées, et quand je parle de maltraitance, et parfois ça va plus loin, quand vous déposez plainte, il n'y a pas de suivi, c'est pas pris en compte au regard, finalement on met en balance le témoignage des
comment dirais-je, des personnes qui viennent travailler à domicile contre une personne qui est âgée, en considérant qu'elle peut être sénile et qu'elle raconte n'importe quoi. Donc moi, je suis très inquiète quand même sur les moyens que vous mettez à disposition pour renforcer ces contrôles qui sont indispensables. Parce qu'aujourd'hui, il existe de la maltraitance effectivement dans certains EHPAD, mais à domicile également. Comment faire pour améliorer, je dirais, le quotidien de toutes ces personnes qui souhaitent encore rester à domicile, dont les familles sont là, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles travaillent. Donc je trouve que là, il y a de la gravité, ça n'est pas suivi des faits, et je le répète, les familles sont désœuvrées face à ça. Voilà, je vous remercie. Merci, Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Je vais être aussi rapide. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais rejoindre on sera deux, chers collègues, vos inquiétudes concernant ces couches multiples qu'on rajoute. J'ai l'impression qu'on fait du palliatif avec les dispositifs. Et je voulais être le porte-parole des départements qui sont, entre guillemets, les bons élèves, qui ont essayé, pour des sujets qu'on évoque aujourd'hui, à trouver des solutions, sans que cette solution soit, on est un peu dans le système D, mais qui a prouvé ses preuves. Puis maintenant, on arrive avec une nouvelle couche supplémentaire qui risque de déstabiliser les départements qui sont déjà, et vous le savez très bien, vous étiez président de département, qui sont en difficulté aujourd'hui. Ça, c'est juste une remarque. La deuxième, vous aviez parlé des PPL. C'est vrai que ça reste des vœux pour ce qui nous concerne. Nous avons adopté à l'unanimité au Sénat, mais je dis bien à l'unanimité, un amendement concernant le dispositif Creton. 10 000 personnes qui sont en attente, 10 000 personnes qui embolisent des structures d'IME. Ça a été voté à l'unanimité. On aimerait bien que le gouvernement s'en empare et qu'on voit la réalisation de ce projet à titre expérimental, en tout cas pour commencer, parce que l'article 40 nous interdit beaucoup de choses. Quelle est votre position sur ce point particulier? Merci. Merci. Pour terminer, Frédérique Puissat. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. C'est vrai que dans ce texte de loi, il y a des choses, et il y en a qui, me semble, n'y sont pas. Et puis, à ce qui est du domaine du réglementaire et du législatif. Il me semble qu'il n'y a rien dans ce texte de loi sur l'accueil de jour, et notamment pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et d'autres du trouble du comportement. Or, on sait effectivement que ces dispositifs d'accueil relève plutôt du réglementaire, parce que c'est une circulaire qui organise notamment les places d'accueil de jour et les seuils minimales d'accueil de jour de 6 et 10 pour qu'on puisse effectivement ouvrir des places, que cette circulaire date de 2011. Et on sait aussi qu'il y a eu des adaptations de cette circulaire, notamment sur le terrain. On s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait déroger à cette circulaire avec des places qui parfois pouvaient être de 2 ou de 3. Moi, j'aurais souhaité avoir votre avis sur le sujet. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce qu'on s'aperçoit que l'ARS fait le tour actuellement d'un certain nombre d'établissements et considère que 2 places, 3 places, ce n'est pas suffisant, se référant du reste à la circulaire, et ferme ces places d'accueil de jour. Or, on sait que la notion de distance pour les places d'accueil de jour est quand même quelque chose qui est très important. Les gens ne vont pas faire des kilomètres pour effectivement pouvoir avoir de l'aide, notamment dans un cadre familial. Est-ce que, vous avez entendu parler de ce type d'attitude des ARS? 2, que pensez-vous de ce seuil de 6 et de 10? Et 3, est-ce qu'on ne peut pas mettre au niveau législatif ce qui est aujourd'hui du domaine du réglementaire pour essayer de ne pas le rigidifier, mais plutôt de l'adapter au terrain? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, sur les amendements Creton, il y a des choses qui ont été faites, notamment au niveau PLFSS. Il y a dans les 30 000 solutions, il y a aussi la volonté, effectivement, de faire en sorte de créer des places de façon à pouvoir un peu à la fois faire en sorte que cette solution, qui est une solution mauvaise mais indispensable des amendements Creton, puisse appartenir bientôt au passé. Donc sur ce point-là, il y a des progrès, et notamment le dernier PLFSS marque effectivement un progrès. Sur les dérives qui peuvent exister au niveau des SAD, je pense que la seule solution, elle est globale. C'est-à-dire que la globalité, c'est faire en sorte que les personnels soient mieux formés, que les personnels soient plus nombreux, que le sens donné effectivement à ce métier soit plus
plus perceptible demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a aussi des exemples extrêmement nombreux de personnes qui se dévouent sans compter pour des salaires de misère, effectivement, à ses responsabilités et qui assument en dehors de toute rémunération ce qu'on n'accepte pas de leur rémunérer aujourd'hui parce que ces personnes estiment que c'est indispensable pour la personne qu'elles aident. Je regrette aussi la féminisation outrancière, si vous voulez, de cette fonction. 97%, dit-on, des personnes. On a bien, au niveau des départements, on est bien arrivé à faire en sorte que pour les assistants familiaux, par exemple, il y ait davantage d'hommes qui soient recrutés. On arrive aujourd'hui certainement à une proportion de 70-30. Il faut qu'on y parvienne de la même manière. Et tous les exemples que j'ai eus, effectivement, de personnes aides à domicile du sexe masculin ont bien marché et ont été effectivement des exemples qui, pour moi, sont des exemples à développer. Sur la crainte que vous avez, je peux la comprendre, que les départements les meilleurs sont en quelque sorte pénalisés. C'est ce qui arrive relativement fréquemment. C'est encore une fois, le tarif plancher, c'est ça. C'est plus vous étiez mauvais et plus vous avez été compensé intégralement de ce que vous n'ayez pas fait jusqu'alors. Bon. Même si le tarif plancher, dans son idée même, était une idée satisfaisante. Alors, je suis un peu moins pessimiste que vous sur l'évolution des tarifs. Quand vous dites 32 €, effectivement, pour le prix, on est maintenant à vraisemblablement entre 24 et 25 pour l'année 2024. On ne sait pas encore exactement ce que ce sera. À cela, vous pouvez ajouter, dans certains cas de figure, mais qui sont quand même de plus en plus nombreux, les 3 € effectivement de qualité. On arrive à 27. Il n'y a pas si longtemps, on était à 16. Donc il y a déjà effectivement des progrès importants qui ont été réalisés. Je crois que les progrès qui restent à faire, c'est des progrès dans la qualité du recrutement et dans la limitation également des vacances de poste, des congés à maladie. Pourquoi y a-t-il autant de congés maladie? Parce qu'aujourd'hui, cette profession est la profession qui est considérée comme étant la plus dangereuse, plus que les fonctions effectivement des travaux publics qui ont longtemps occupé la médaille d'or sur la dangerosité du métier. Pourquoi sont-elles aussi dangereuses? Parce que les aides techniques vis-à-vis des personnes ne sont pas suffisamment utilisées et parce que la formation n'est pas suffisante et parce que peut-être, quand on arrive à un certain âge, il faudrait effectivement qu'il y ait de manière systématique des décisions qui soient prises, consistant par exemple à ce que la personne qui n'a plus la force physique pour exercer ce métier devienne une personne ressource pour ses jeunes collègues, comme ça se fait là aussi pour les assistants familiaux. Voilà quelques remarques que je souhaitais faire. Allez, je vous donne, Madame la directrice, le dernier mot. Voilà. Chouette. Alors, en réaction, en réponse ou en complément aux interrogations sur la qualité des accompagnements et les risques de maltraitance, vous soulignez les difficultés qui sont posées pour les personnes elles-mêmes, pour les familles, par des interventions trop fractionnées, des absences non remplacées ou un turnover des intervenantes qui sont tous des symptômes des difficultés ou des tensions qui existent sur le recrutement et la fidélisation des professionnels de l'autonomie. C'est un sujet effectivement central auquel d'ailleurs la CNSA a consacré ses dernières rencontres Innovation Recherche qui sont tenues en novembre sur la question justement des métiers de l'autonomie métiers qui, comme ceux d'une manière globale, métiers sociaux sont en tension. Vous savez qu'un livre blanc a été remis au gouvernement et vraiment le soutien à l'attractivité de ces métiers il appelle une mobilisation collective et la mobilisation de très nombreux leviers qui tiennent à la rémunération des professionnels, aux conditions effectivement de leur recrutement, du fonctionnement des services, de promouvoir des organisations qui soient bien traitantes. Moi, je veux souligner que si la CNSA, elle n'intervient pas dans le contrôle des structures qui incombent aux autorités de tarification et de contrôle, donc au premier chef les départements et les ARS intervenant sous l'égide du ministère et d'une coordination des contrôles qui mobilise notamment l'IGAS. Nous faisons partie des acteurs mobilisés donc pour promouvoir à la fois des organisations bien traitantes sur le champ de l'aide à domicile
nous avons initié à cette fin une étude d'évaluation très importante du fonctionnement des services en équipe autonome qui doit aboutir l'année prochaine et qui doit nous permettre de promouvoir de manière étayée ce fonctionnement possible comme une manière de rompre avec des interventions trop minutées et de donner plus d'autonomie aux professionnels qui interviennent en accompagnement, précisément pour conforter des interventions au plus près, en proximité, donc éviter les interventions fractionnées, les temps de déplacement, favoriser l'autonomie des professionnels, qui est précisément ce qui les conduit à choisir ces métiers. Donc, on doit pouvoir partager avec les structures ces modes d'organisation, et nous soutenons aussi par des conventionnements que nous passons avec les grandes fédérations d'aide à domicile dans le cadre de la qualité de service, où nous mobilisons plusieurs dizaines de millions d'euros dans ces conventions qui soutiennent la formation des professionnels, la formation des managers de ces équipes, en sorte qu'ils puissent être sensibilisés justement à des modes d'organisation bien traitants et au développement de formation à la bientraitance, à la lutte contre la maltraitance pour leurs professionnels. On a des programmes qui ont quelques années déjà et qui donnent des résultats probants. C'est quelque chose sur lequel il faut revenir constamment, que le travail sur cette culture de promotion de la bientraitance qui vise aussi à installer, et ça fait tout à fait écho aux préoccupations du Conseil, à redire que les personnes sont des sujets de droit jusqu'au bout, ne sont pas des objets de soins. Et la première bientraitance consiste à s'assurer du plein consentement de la personne aux soins, à l'accompagnement qui lui est prodigué. Donc on a vraiment un effort collectif à faire, et la CNSS a mobilisé plusieurs leviers, de la formation, de l'accompagnement des fédérations, de la promotion d'organisations bien traitantes pour faire progresser cette qualité de service. Et puis sur la question de l'accueil et du développement des places de répit, souligner l'IGAS avait été missionné l'an dernier, a pu rendre un rapport important sur le soutien aux aidants, les freins au développement justement des solutions de répit. Donc oui, nous savons que le fait de conditionner la capacité des structures à organiser des séjours de répit à un certain nombre de places minimum peut être un frein à leur développement. En même temps, et le rapport IGAS le soulignait, nous constatons, et les ARS avec nous, avec dépit, que les structures de répit, lorsqu'elles existent, les places ne sont pas, peuvent être très sous-occupées. Donc, il y a Oui. Et donc, en tout cas, je pense qu'il y a une vraie réflexion, et dans le cadre de la nouvelle stratégie aidant, pour pouvoir développer plusieurs types de répit, y compris à domicile, qui, pour le coup, répond parfaitement aux besoins des aidants, de pouvoir être soutenus avec des intervenants qui viennent à domicile et qui, du coup, ne perturbent pas, j'allais dire, le mode de vie de la personne aidée qui conserve ses habitudes. Donc, c'est une combinaison de types. Oui. Merci beaucoup. Je vais mettre un terme à notre audition, une longue audition. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Il y avait beaucoup de questions. Merci à nos rapporteurs. Je sais que la fin de l'année est un peu chargée pour eux parce qu'on va reprendre nos travaux directement avec le texte. Et donc, il y a beaucoup d'auditions, notamment tout début janvier. Un grand merci à vous. Voilà, il me reste maintenant à vous souhaiter tout simplement de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez du temps. L'année 2023 a été chargée. Donc, prenez le temps de vous reposer pour revenir en force en 2024. Je vous invite pour un moment de convivialité dans mon bureau qui est juste à côté, voilà, qui est le bureau de la commission. Et en tous les cas, un grand merci pour votre assiduité. À tout de suite.